Les chemins de Bertrand-Géniez, je suis à Montcuq en Quercy-Blanc devant la mairie, le bureau de monsieur le maire, avec les deux auteurs, Claudette Lacroix et Marie-Christine Froidure-Le-François. Donc pourquoi Bertrand de Saint-Géniez? D'abord bonjour. Bonjour. Donc pourquoi vous intéressez à Bertrand de Saint-Géniez? Qui est Bertrand de Saint-Géniez? Bertrand de Saint-Géniez, c'est un personnage important du XIVe siècle dans le Lot. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la transmission. En fait, ce livre a été écrit à la suite d'un désir de Thérèse Crivellero et son mari, qui est italien, parce qu'eux cultivent des terres sur les anciennes terres du fief de Bertrand de Saint-Géniez, qui était un noble du XIVe siècle. Ouais, qui est né au XIIIe siècle et qui est mort au XIIIe siècle, il est mort. XIVe siècle. Enfin, sa vie s'est passée la plupart du temps. Enfin, bon, il est mort en 1350. Hein, en 1350. Donc il était né en 1260, donc on peut dire que c'est un contemporain de notre tour qu'on voit là-bas, qui fait partie des personnes qui ont vu, pour situer, qui ont vu la tour jeune. Oui, ils l'ont vu surtout détruite, parce que le château avait été, sur les indications de Saint-Louis, soumis à la destruction à la suite du pacte de Paris, qui obligeait les Albigeois, enfin le comte de Toulouse, à démanteler un certain nombre de châteaux. Donc je suppose que Bertrand de Saint-Géniez a dû voir le démantèlement de la forteresse de Montcuq. Alors il a sans doute, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé, le démantèlement de forteresse. Enfin, bon, voilà. Donc on peut aussi, pour le situer, dire qu'il a été un proche de notre pape Cadurcien. Très proche, protégé, familier. Et il lui a été certainement très utile parce que il a conduit il a étudié à Toulouse et il a joué un rôle de conseiller dans la papauté d'Avignon où était Jean XXII. Donc Jean XXII, pourtant il est plus connu que Bertrand de Saint-Géniez, mais on peut quand même faire un point sur sa vie. Ça a été un pape extraordinaire. Qui a fait une transition qu'on voulait pour quelques années, quelques mois, et qui finalement a transformé la papauté et a marqué Avignon, a marqué Cahors, même s'il n'en reste qu'une tour. Oui, je pense. On ne s'est pas trop penché sur Jean XXII. Il est certain qu'il a fait beaucoup Enfin, il avait des projets de réforme, il a construit aussi des choses à Avignon, je crois. Je ne sais pas, Jean XXII a été un pape important, mais c'était un pape tenace en tout cas. Donc voilà, c'était pour situer un peu l'époque à laquelle on se situait. Donc voilà. Les papes sont à Avignon, ils doivent être à Rome parce que Rome n'est pas en sécurité. Il y a les Gibelins et les Guelfes qui s'écharpent en Italie et même dans l'Europe entière. Donc l'époque est très troublée. La papauté a dû rester en Avignon, qui était une possession papale, enfin de la papauté, parce que Rome n'était pas sûre. Et tout le but de tous les papes d'Avignon va être de retrouver Rome. Donc voilà, là on a situé le décor, mais maintenant on va revenir à Bertrand de Saint-Géniez, donc qui lui né en 1260 ici. Ici ou à côté? À peine. À peine, donc. C'est-à-dire à Saint-Géniez, on pense. Donc ça, on n'a pas une certitude absolue de l'endroit où il est né. Mais on a quand même une certitude de l'endroit où il a vécu quand il était sur notre commune, enfin notre commune nouvelle maintenant, on pourrait dire. Donc là, c'est un peu vous, la spécialiste de la vie des premières années de Bertrand de Saint-Géniez? Les premières années de Bertrand de Saint-Géniez ont dû se passer dans le Lot, sans doute, ou dans la région, certainement. Mais il est très vite. Il n'y a pas de preuve formelle, mais bon, en même temps, c'est des déductions. Nous, on a écrit un roman, alors on a imaginé qu'il était peut-être en train de galoper étant gamin dans les rues de Montcuq. Donc vous êtes surtout intéressé à sa vie aristocratique, on pourrait presque dire. Oui, mais l'aristocratie... De cette époque, en fait. Voilà. Donc, pourquoi Bertrand de Saint-Géniez part en Italie?
Donc ça fait c'est un des points de votre livre. Oui, Bertrand de Saint-Géniès part en Italie. Enfin, je suis désolée, je monopolise. Vas-y, mais non. Bertrand de Saint-Géniès part en Italie parce que très vite, il quitte la région, il va à Toulouse, il devient Un érudit. un érudit, docteur en loi du droit canon et du droit civil. Et après quoi, il exerce en tant que juriste assez longtemps à Toulouse. Et puis après, déjà assez âgé, Jean XXII l'appelle en Avignon. Là, il devient conseiller du pape. Il devient effectivement, après, comment dirais-je, il y avait quand même tout un entourage autour de la papauté où les conseillers étaient plus ou moins, c'était des fidèles, hein, il y en a plein, il y en a d'autres lotois qui ont joué ces rôles-là aussi. Et après, Jean XXII l'envoie en Italie pour régler un problème des biens qui appartenaient, enfin qui étaient sous l'influence du pape, et en particulier le Frioul. Mais il n'est pas le seul à avoir été envoyé en Italie, encore une fois, toujours dans l'idée des papes d'Avignon, de revenir en Italie. Puisque l'Italie, c'est quand même Saint-Pierre, c'est quand même Rome, c'est quand même... voilà. Et qu'est-ce qu'il lui fait en Italie? Parce qu'il va y mourir à 90 ans. Il va faire beaucoup de va-et-vient aussi, hein. Il revient... Oui, avant d'être envoyé définitivement en mission à Aquile, enfin comme patriarche d'Aquile. Ben, il fait beaucoup de combats, hein. Il devient un chef de guerre. Donc c'est un chef de guerre finalement. C'est un chef de guerre. C'est à cette époque-là, quand on est envoyé du pape, on est un chef de guerre pour reconquérir des territoires. Il y a une anecdote délicieuse. Est-ce que j'ai à peu près compris votre bouquin en disant ça? Oui, absolument. Pour moi, oui. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. On l'a vu comme ça. Oui. Oui, mais en même temps, bon, il fait des écoles, il fait pas que la guerre. Il crée des écoles et surtout il essaye d'instaurer un état de droit qui devrait se substituer aux états complètement, comment dirais-je, abusifs, j'ai envie de dire, enfin non, au pouvoir abusif des petits seigneurs locaux dans le Frioul et dans toute cette région, et où il y avait sans arrêt... C'était des guerres incessantes et des massacres incessants. Ils prenaient les châteaux réciproquement, ils se massacraient, ils s'alliaient avec le Saint-Empire romain germanique, puis après ils s'alliaient avec d'autres, et puis c'était la castagne en permanence. Voilà, les empoisonnements. Oui, bah, bien sûr, j'ai oublié, tu as raison. Donc cette histoire du XIVe siècle, dans votre livre, est entremêlée avec une histoire contemporaine. Le fil conducteur, c'est cette histoire contemporaine. Alors pourquoi vous n'êtes pas contenté de raconter l'histoire de Bertrand de Saint-Géniès, mais avez-vous voulu romancer ce livre? Parce qu'on nous l'a demandé, hein, on nous a demandé de faire un livre accessible à des jeunes, qui soit lu par des jeunes. Donc on en a déduit qu'il fallait... Donc c'est qui vous a demandé? C'est le comité de jumelage, Donc on va faire une interview aussi qui sera disponible sur mon Cuc TV sur le comité de jumelage, donc on ne va pas trop l'aborder. Mais c'est quand même un point essentiel, c'est-à-dire que Bertrand de Saint-Géniès a entraîné des relations entre notre commune et une commune italienne qui est... Moi, vous avez un meilleur accent que moi, c'est pour ça que je vous laisse dire. Vas-y, Marie-Christine, San Giorgio. Non, mais le nom de la commune. San Giorgio della Riccinvelda. Ah, voilà, votre accent est... Ouais, mais par rapport à moi, c'est déjà bien. Même aussi, par rapport à moi, c'est dommage parce qu'en italien, on a quand même des sources aussi très intéressantes. Donc voilà, c'est là-bas qu'il est décédé. C'est Madame Crivalero qui vit donc sur les terres du château de Penne, qui a voulu ce livre, je crois. Et Madame Crivalero, c'est la présidente du comité de jumelage. Si non, c'est pas la présidente. Non, elle n'est pas présidente. Si. Je sais pas. Elle est un membre actif. Un membre très actif. Non, parce que je vais interroger ensuite Monsieur le Président. C'est le Président. Donc voilà, je ne sais pas, mais voilà. Donc voilà, c'est un des membres qui a souhaité que cette histoire soit romancée. Et pourquoi vous? Parce que c'est... Elle n'a pas souhaité que ce soit romancé, exactement. On a souhaité que ce soit accessible à des jeunes. Elle avait comme objectif la transmission. Elle se sentait le devoir, puisqu'elle travaille sur les terres, enfin, supposément appartenant autrefois au XIVe siècle, XIIe, même certainement avant, aux Pennes, et en particulier à la famille de Bertrand de Saint-Géniès, souhaitait que la mémoire de Bertrand de Saint-Géniès soit transmise. Donc pourquoi vous?
Donc c'est votre premier livre toutes les deux? Ah oui. Donc voilà, donc pourquoi ou comment vous êtes arrivé à écrire ce livre? Donc, Parce que Marie-Christine était notre animatrice de l'atelier d'écriture. donc vous avez fait un atelier d'écriture avant? Non, nous faisions partie donc, de cet atelier d'écriture. Et oui, on n'a pas fait d'atelier d'écriture spécialement pour ça. On a travaillé à toutes les deux, mais nous devions être beaucoup plus. Et on devait être 4 ou 5 à travailler dessus, et on s'est retrouvés à toutes les deux. Plus la participation de Jacqueline Pavant. Donc pourquoi avoir fréquenté un atelier d'écriture? Ah ben parce que j'avais envie de... Vous me posez la question à moi? Mais d'abord à vous. Oui, parce que j'avais envie d'écrire il y a déjà plus d'une dizaine d'années, et Marie-Christine s'est trouvée d'animer, et j'ai beaucoup aimé travailler avec Marie-Christine, écrire avec Marie-Christine, voilà. Et pour vous, donc pourquoi avoir fréquenté un atelier d'écriture? Parce que pour moi, l'écriture, c'est au centre de ma vie. Je ne suis pas un écrivain ni une écrivaine, mais j'ai toujours écrit, j'ai besoin d'écrire, moi, c'est vital. Si j'écris pas, je meurs. D'après ce que j'ai vu, vous ne vous considérez pas comme écrivain. Vous employez donc vous employez le terme d'écrivante. Donc c'est aussi... Logisme, atelier d'écriture, ça. Donc c'est aussi une manière de reprendre qu'on ne devient pas écrivain en côtoyant, en fréquentant un atelier d'écriture, qu'on peut vous apprendre à écrire correctement, à représenter des choses, mais qu'être écrivain c'est autre chose. C'est un peu cette démarche-là pour que vous n'utilisez pas ce terme. Enfin pour moi, être écrivain c'est complètement autre chose. Moi, voilà, pour moi, oui, ça n'a. Je ne me considère pas du tout comme un écrivain. Moi, je m'amuse à écrire des petites choses comme ça. Voilà. Donc après ce livre donc, que vous avez présenté au Salon du Livre de Montcuq en Quercy-Blanc, vous avez d'autres projets? Ah non, moi j'ai pas d'autres projets. Et vous? Tu as des projets personnels. On n'a n'a pas des projets littéraires. Des projets, mais on écrit tout le temps. Donc vous n'avez plus de projet d'éditer d'autres livres. Vous écrivez pour vous? L'édition, oui, voilà. Et toi, peut-être, Marie-Christine, non, tu édites? Moi, j'ai déjà édité 2-3 trucs, mais bon, de toute façon, je pense que le travail que donne le fait de se faire éditer est très difficile, enfin, est très long, très dur, très décevant. Pourquoi se mettre ça sur le dos pour un livre qui sera lu par quelques personnes, rapidement sorti de... Voilà, je pense qu'il vaut mieux écrire, c'est plus intéressant. Mais ce livre est disponible voilà. sur Montcuq en Quercy-Blanc. Quel est son accueil pour l'instant? Donc vous avez réussi à toucher une partie de la population? Oui, l'année dernière on en avait vendu pas mal quand on avait présenté. Ouais. On en a vendu pas mal. On s'était dessiné au Montcuqois essentiellement. Ouais. Donc vous avez l'impression que depuis la sortie de ce livre, la mémoire, l'histoire de Bertrand de Saint-Géniez est un petit peu plus connue? Comment évaluer ça? Par des retombées, par des confidences, par des petites choses. On a eu oui, on a eu des retombées, des gens qui ont lu, certaines personnes, oui, beaucoup. Enfin, les retombées qu'on a eues, elles sont toujours positives. Les retombées négatives. Non, j'ai eu des retombées négatives. Ouais. Donc bon, c'est quand même pas... Moi, les gens qui m'en ont parlé, c'était positif, donc pas très objectif. J'ai eu des retombées positives aussi, en disant que voilà. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas de prétention en ayant écrit ça. Hein. Simplement, il y avait très peu de documents sur Bertrand de Saint-Géniez. Donc finalement, vous avez participé à remettre dans l'histoire de la commune un personnage qui était quasiment oublié. Absolument. Parce que tout le monde connaissait le lieu-dit Saint-Géniez, mais sans savoir exactement pourquoi. Il l'a confronté à deux jeunes d'aujourd'hui. Ben voilà, merci, on se voit au Salon du Livre. Et si vous aviez un argument pour présenter votre livre, pour faire venir des gens au Salon du Livre, pour acquérir ce livre, ce serait quoi? La mémoire? Non, la découverte. Le fait que Bertrand de Saint-Géniez est un Européen avant la lettre. Européen avant la lettre, et vous partagez ce résumé ou vous en avez un autre encore plus perspicace? Non, je partage tout à fait ce résumé. Bon, bah, c'est bien comme conclusion. Merci. Merci à vous.